Nous sommes à J-11, avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 38. Plus qu'une, et j'aurai rattrapé mon retard. Et la preview du jour, ça sera sur la Colombie. Et donc on commence tranquillement avec les maillots, avec d'abord ce maillot domicile, ce maillot qui vraiment évoque la Colombie, mais avec des détails assez subtils, assez intéressants. Pour moi c'est un très beau maillot, c'est un 8 sur 10, un vrai maillot de la Colombie pour le coup. Et le maillot extérieur, j'adore la prise de risque. Je trouve la texture, visuellement en tout cas, vraiment très bizarre mais élégante. Et moi, personnellement, j'adore ce maillot avec des teintes fluo. Un- c'est très original. Et donc, quand on voit, c'est bien dit, c'est plus caraïbéen. C'est pas vraiment la Colombie, mais c'est quand même très très beau personnellement. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et donc, on arrive tout de suite à l'aspect historique footballistiquement, actuellement 13e, juste en dessous des autres qui ne sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Là, on sait très bien de qui je parle. Et donc, quand on regarde, il y a quand même des choses assez intéressantes, notamment une, c'est qu'ils ne sont jamais descendus en dessous de la 54e place et que leur rang moyen est 19e. Et alors, pourtant, quand on regarde quelque chose, quand on regarde leur historique à la Coupe du Monde, il y a pas grand-chose, hein. Alors, je vais traiter 3 Coupes du Monde, donc les Coupes du Monde récentes, pas celle de 98, ça ne nous intéresse pas, celle de 94 pour le contexte national, puisque la Colombie, c'est un pays très réputé pour la drogue, pour Pablo Escobar notamment, et c'est un pays où il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Et donc, en 94, ils participent à la Coupe du Monde en ayant été bons en 98, en se qualifiant en huitième de finale. Ils arrivent dans le groupe A des États-Unis, de la Roumanie et de la Suisse. Et malheureusement, il va se passer un drame. Donc, d'abord, ils s'inclinent 3-1 contre la Roumanie de Hadji, notamment. Puis, ils s'inclinent également, ils s'imposent contre la Suisse lors de la dernière journée. Mais malheureusement, il s'incline contre les États-Unis. Alors, avec un but contre son camp de Andrés Escobar. Et malheureusement, la suite de l'histoire va être tragique, puisque Andrés Escobar empêche la qualification au point donc de la Colombie et sera tué par balle sur un parking en rentrant au pays. Et donc ça, c'est quelque chose de dramatique qui explique le contexte dans ce pays. Et depuis 98, il n'avait pas participé jusqu'en 2014. Et 2014, on se rappelle tous du parcours exceptionnel de la Colombie. Dans ce groupe C notamment, dans ce groupe C avec la Grèce, la Côte d'Ivoire et le Japon, un groupe plutôt relevé donc. Et quand on regarde, c'était vraiment exceptionnel. Et un joueur notamment a été exceptionnel tout au long de cette Coupe du Monde. C'est lui, c'est James Rodriguez, élu meilleur jeune du tournoi tout simplement. Et qui était exceptionnel à cette époque-là, et donc qui a permis de s'imposer 3-0 contre la Grèce, puis après de s'imposer 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Le but de Gervinho n'y changera rien, puis 4-1 contre le Japon avec un triplé de passes un doublé de passes décisives et un but, et ça leur permet d'aller en huitième de finale où ils retrouveront l'Uruguay, où encore une fois James fera une performance exceptionnelle. Mais malheureusement, il ne sera pas là pour... s'il sera là, pardon, mais il n'arrivera pas à s'imposer seulement en inscrivant en penalty contre le Brésil. Et donc, ça les a empêchés de subir une humiliation générationnelle. Alors, il y a cette faute sur Neymar qui changera le destin de la sélection brésilienne à tout jamais. Et donc, tout ça, c'est quand même une sacrée humiliation. C'est une sacrée performance. Et donc, on attend d'eux qui réitèrent leur exploit en 2018. Et encore une fois, ils tombent dans une poule qui est quand même plutôt relevée. Ce groupe H avec la Colombie, le Japon, le Sénégal et la Pologne. Donc le Japon et le Sénégal, on en a parlé suffisamment récemment pour que je n'ai pas à m'étendre là-dessus. Et donc, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Japon. C'est la vidéo de laquelle je suis le plus fier pour le moment. Et donc déjà, il y a cette défaite contre le Japon qui est un peu humiliante pour eux, avec ce but de Yuya Osako à la 73e qui les fait s'incliner. Puis derrière, par contre, il y a cette victoire 3-0 contre la Pologne, Yerimina, Falcao, Cuadrado avec 2 passes décisives de James Rodriguez qui était vraiment en forme encore dans cette Coupe du Monde. Puis 1-0 contre la Colombie. Mais en huitième de finale,
privés de James Rodriguez. Malheureusement, ils s'inclineront contre l'Angleterre au tir au but, malgré ce but à la 93e de Yerry Mina. Et donc, c'est quand même quelque chose, un crève-cœur pour cette nation de se faire sortir au péno comme ça. Et donc, forcément, c'est frustrant. Et donc, ils ne participeront pas malheureusement à la dernière Coupe du Monde. Et quand on regarde leurs résultats récents, c'est quand même plutôt en dents de scie, puisque quand on regarde en 2025, c'était quand même très intéressant, puisque en 2025, il y a seulement une défaite contre le Brésil 2-1. Alors c'est vrai que c'est contre le Brésil, donc c'est pas très inquiétant. Par contre, il y a 3 matchs nuls, Paraguay, Pérou, mais Argentine. Il y a cette victoire 3-0 contre la Bolivie et ce match dantesque contre le Venezuela 6-3. Et je pense que en voyant tous les résultats, on peut déjà en déduire quelque chose. C'est une équipe qui mise beaucoup sur son attaque. Maintenant, contre des défenses très bien organisées comme le Canada, ils ont eu beaucoup de mal. Et cette victoire 4-0 contre le Mexique, 2-1 contre la Nouvelle-Zélande, 3-0 contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande de Liam Payne en plus, quelle star, je sais pas si vous avez suivi la traîne, mais vraiment un joueur qui a une hype de fou pour pas grand chose. Et donc on arrive, et les 2 derniers résultats sont plus mitigés, on voit que contre des plutôt bonnes équipes qui une défense beaucoup plus en place, ils ont du mal à mettre en place leur attaque, et donc il leur faut des adversaires plutôt faibles défensivement. Et malheureusement, je crois qu'ils ne retrouveront pas ça dans leur groupe. Mais donc, quand on regarde leur effectif, c'est encore plus criant, donc cette dépendance à l'effectif. Donc quand on regarde dans le bas de l'effectif, ça joue beaucoup en Amérique du Sud, évidemment. Il y a David Machado également qui joue à Nantes. Il y a James, le capitaine, qui évolue à Salt Lake City. Qui est désormais un joueur expérimenté. Il y a Yerry Mina qui évolue à Cagliari maintenant. Et il y a également d'autres joueurs plutôt bons. Il y a John Cordoba notamment qui évolue actuellement à Krasnodar en Russie. Et enfin, il y a quand même des joueurs plutôt intéressants. John Arias qui évolue actuellement à Palmeiras. Davinson Sanchez, Pucho Hernandez, qui fait une très bonne saison d'ailleurs avec le Betis. Et il y a quand même vraiment, on va dire, 4 top joueurs dans cet effectif qu'on peut dégager, plutôt expérimentés, qui sont dans leur prime. Et c'est cette année ou jamais. Sinon, ça risque d'être très compliqué par la suite, cette équipe de la Colombie. Et quand on regarde leurs 4 top joueurs, c'est vraiment des top joueurs dans leur domaine. Pas tous, mais surtout 2 en particulier. Le premier, c'est évidemment Luis Diaz, 2722 minutes jouées avec ce Bayern flickien. Le meilleur tout simplement en XG et XA. Le 90e, dans le 97e centile en buteur penalty, 98e en passe décisive, 97e en passe clé, 79e en dribble réussi, course progressive. La seule inquiétude qui va se poser pour moi pour cette nation, surtout pour Luis Diaz, c'est vraiment la gestion des nerfs. Luis Diaz, c'est un joueur très nerveux, très impliqué, on va dire. On se rappelle tout simplement à la Copa América où il était parti se battre avec les supporters. C'est pas une très bonne idée, ça. Éviter de faire ça à la Coupe du Monde, évidemment. Et donc ça, ce serait le petit bémol que je vais mettre sur ce joueur. Et quand on regarde, il y a quand même un autre top joueur. Il y a un autre top joueur, c'est Luis Suarez. Alors pas le Luis Suarez que vous pensez, un autre Luis Suarez, celui qui a évolué à l'OM, il me semble. Alors qui est aussi excellent cette saison, 99e centile en XG hors penalty, 77e centile en conversion des tirs, 98e centile en but hors penalty. Toujours à la surface 97e centile, XA 98e centile, duel offensif gagné 90e centile. C'est vraiment un top joueur lui aussi. Je comprends pas ce qu'il fait au Sporting Portugal. Il pourrait, je pense, viser un club plus haut. Et il y a également 2 autres joueurs, alors certes moins bons, mais toujours très bons. C'est d'abord Daniel Munoz, qui évolue à Crystal Palace, encore un latéral très offensif, 91e en XA. Par contre, dans le reste, c'est beaucoup plus laborieux. Et l'autre joueur, c'est Richard Rios, milieu défensif, et qui gagne quand même qui est dans le 81e centile des duels gagnés, donc c'est quand même très bon. Et c'est un joueur plutôt versatile. Il est pas nul, il est nul nulle part, mais c'est un très bon joueur. Et donc
dans une poule comme ça risque d'être plutôt compliqué. Je suis plutôt mitigé, puisque Luis Diaz notamment va avoir affaire à des latéraux très très bons. Et donc, quand on regarde leur poule, c'est quand même des équipes plutôt défensives. Et donc, pour moi, ils finiront deuxième sans problème. Pas premier, le Portugal est trop au-dessus, mais ils finiront deuxième. Et ça va être quand même des matchs très intéressants à suivre. C'est pas pour rien que c'est la poule préférée de Willou. Et donc, pour moi, ça va être une poule très intéressante. Donc, quand on regarde leurs probabilités de se qualifier, c'est quand même 84%. Et probabilité à chaque place, 40% de finir deuxième, 29% de finir premier et 20% de finir troisième. C'est à peu près ce que je me fais comme idée dans ma tête. Et donc, qu'est-ce qui arrivera une fois qu'ils y arriveront? Eh ben, ça veut dire qu'ils affronteront le deuxième du groupe K affrontera le deuxième du groupe L, puis le premier du groupe H en cas de victoire. Et donc, le premier du groupe L, ça serait notamment, tout simplement, la Croatie, très probablement, a priori. Ou alors, et derrière, ce serait le premier du groupe H, qui serait l'Espagne. Je pense que ça mettrait fin, clairement, à leur rêve, hein. Il y a quand même une équipe qui est au-dessus de l'autre. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui va être quand même compliqué pour cette nation sud-américaine. Et donc, pour moi, leur parcours s'arrêtera en 16e ou en 8e, mais avec, je pense, pas mal de frissons à venir, avec beaucoup d'intensité. Et ça peut être quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, vous savez. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure pour la preview sur la Croatie.